et messieurs, bienvenue dans cette édition. C'est le moment de faire le point sur les actualités nationales. Le projet de développement de la filière manga en Guinée vers l'exportation des mangues. Après avoir mis en place une unité de conditionnement nouvelle à Frigabé, les premières palettes de mangue viennent d'être exportées. La première dame de la République poursuit ses actions en faveur de la couche féminine. Adjadjene Kabakonde finance la construction du centre régional d'apprentissage pour la jeune fille. Hier, il y avait la fête de l'an 40 de la RTG et qui parle d'anniversaire parle de gâteaux. La télévision nationale a reçu 3 grands gâteaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMS est prévue pour le mercredi prochain. Mais bien avant cette 27e rencontre des premiers dirigeants et des 4 pays membres de l'institution sous-régionale ouest-africaine est précédée par un conseil des ministres qui a d'ailleurs ouvert ses travaux ce matin à Conakry. À l'ordre du jour, le rapport bilan du Haut Commissariat de l'OMS des 4 dernières années d'activité. On fait le point avec Nabi Kamara. Cette réunion devra permettre au ministre d'examiner le rapport et le programme d'activité préparés par les différentes structures de l'OMVS, mais également d'autres questions prioritaires relatives à la gouvernance de l'organisation et à ses projets. Globalement, c'est les bilans de notre système des dernières années et c'est les prochains challenges. Donc nous avons de très grands projets qui vont être lancés. Je pense notamment au plus grand ouvrage jamais réalisé qui sera Kukutamba. Et d'autres sujets seront abordés donc en huis clos, mais dont l'objectif majeur est un peu la pérennisation de cet exemple de projet intégré qu'est l'OMVS. L'OMVS regroupe 4 États de la région ouest-africaine, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Des États qui, pour améliorer les conditions de vie de leur population et renforcer l'intégration, mettent en œuvre de grands projets. Il a été démontré que l'OMVS a des projets intégrateurs extrêmement originaux. La première des choses, c'est que c'est la seule organisation au monde où il est dit que tout ouvrage construit sur le fleuve est propriété commune des États. Que le barrage soit construit en Guinée, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, dès que les États conviennent de le faire ensemble, c'est une propriété commune. Maintenant, il est temps de faire le bilan de tout ce qui a été fait pendant ces 4 années avec le Haut Commissariat et la présidence de notre président aussi en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Cette réunion ministérielle prépare ainsi la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS prévue mercredi prochain à Conakry. Comme annoncé au sommaire, les mangues guinéennes sont très charnues, donc appréciées sur le marché international. Le projet de développement de la filière mangue renforce ses capacités. Déjà, les premières palettes de mangue prêtes pour la compétitivité ont quitté Conakry par voie aérienne. Et ceci après la mise en place d'une unité de conditionnement manuel à Frigabé dans la préfecture de Kindia. Falilou Diallo. C'est une première en Guinée, l'exportation des mangues en grande quantité par avion. Il s'agit d'une opération test en direction du marché européen. Un partenariat naissant entre la coopérative des planteurs des fruits et légumes de Kindia et une société française. L'essai porte sur 5 semaines. Le volume à exporter. Mais jusqu'à date, nous n'exportons que 1200 tonnes par voie maritime. Donc il n'y avait pas d'exportation par voie aérienne. Le projet de développement de la filière mangue compte promouvoir l'offre de mangue made in Guinée au niveau des marchés internationaux. La réussite de cette opération test est un espoir pour les acteurs évoluant de la filière mangue dans le pays. Les maires, secrétaires généraux et autres cadres des communes se sont donné rendez-vous à Kindia au service du citoyen et renforcent leurs compétences en gestion fiscale des collectivités. L'objectif est de rendre le cadre administratif territorial apte de gérer le budget communal pour la satisfaction des populations. Mohamed Lamine Kamara.
Kindia, la cité des agrumes, accueille près de 150 cadres de l'administration locale. Au compte de cette formation, les maires, secrétaires généraux, receveurs de communes et sous-préfets de la Basse-Guinée sont concernés. Dans cette salle, ces acteurs locaux apprennent le b.a.-ba de la gestion locale en termes de recouvrement des recettes fiscales et du contrôle du budget communal. Il est question, n'est-ce pas, de montrer ou d'expliquer les procédures d'exécution et d'élaboration du budget au niveau des communes. Et ensuite, la mobilisation et la sécurisation, n'est-ce pas, le budget qu'on donne, n'est-ce pas, au niveau des communes. Et ensuite, nous allons procéder à une explication, n'est-ce pas, le rôle et responsabilité de ces différents acteurs. Pour faire de ces acteurs le socle de développement, des modules sont dispensés par les hauts cadres de l'administration centrale. Des thèmes qui ont permis à ces responsables d'appréhender le concept de l'administration des collectivités. C'est une formation qui est très importante, qui va permettre aux différents acteurs de mieux s'imprégner sur ce qui est prévu dans les tests en matière de gestion locale, de renforcer leurs capacités pour mieux qualifier la gestion à la base. Nous comptons appliquer les tests du code de collectivité. Il faut appliquer ce qui est écrit. Si vous n'appliquez pas ce qui est dans les codes de collectivité, vous travaillez toujours en bénévolat. Il faut être en mesure d'intégrer la population, d'informer la population de votre gestion, de ce que vous recevez, de ce que vous recouvrez avec les taxes des fiscalités. Après s'être approprié le contenu de la mission de l'administration décentralisée et le code des collectivités pour promouvoir le développement local, ces acteurs comptent restituer les notions apprises au niveau de leur commune. L'actualité, c'est aussi l'entrée en vigueur des nouvelles mesures de prévention des accidents de la route. C'est une décision du gouvernement exécutée par la direction centrale de la police routière en collaboration avec les transporteurs. Ces mesures visent à faire baisser le nombre d'accidents de la circulation, mais aussi en finir avec les embouteillages pendant leurs heures de pointe. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. Comme nous manquons de rigueur, on va prendre des rigueurs désormais. Le commandant de peloton, les commissaires qui ne prendront pas ces dispositions, vraiment, auront affaire à la réflexion. Kaloum paye toutes les dispositions pour l'application de ces mesures. Lui, jamais ça. Les véhicules abandonnés, la circulation des gros porteurs. Entre les véhicules, il faut que ça cesse. Les heures interdites, il faut que ça cesse. On sortit d'ici, allez sensibiliser le mandat, nos amis, et j'attends le programme des corps syndicalistes et de l'Union pour la multiplication, la démultiplication de ces différentes assises. Nous sommes prêts à respecter la loi parce que nous sommes respectueux de la loi, que les mesures qui ont été prises ici, qu'elles soient suffisantes ou qu'elles soient amendées par une autre personne, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la sécurisation des usagers dans la circulation, que les transporteurs sentent en sécurité et que les passagers sentent en sécurité. C'est tout ce qui est de notre objectif. Puisqu'on en parle, les blessés admis à l'hôpital Ignace Dine recouvrent peu à peu la santé. Le fonds de garantie automobile, c'est-à-dire l'assurance, assure la prise en charge des blessés. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Yaya Silla. Le CHU Ignace Dine avait reçu 30 blessés de l'accident de Yorokeguia. Après les soins d'urgence, 10 d'entre eux ont été transférés au service de santé des armées. Ici, au service de traumatologie, ils se remettent peu à peu de leurs blessures. Depuis qu'ils sont venus, la prise en charge a été totale. Les médecins se sont réunis, toutes les équipes de garde ont formé avec la cellule de crise qui est composée du directeur, du pharmacien-chef, de tous les chefs de service et du chef des urgences médico-chirurgicales. Et cette machine-là s'est mise en branle-bas de combat. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a mis à disposition des hôpitaux des kits d'urgence.
il a mis un fonds spécialement pour les urgences médico-chirurgicales. Les véhicules mis en cause dans l'accident de Yorokeguia ne sont pas enregistrés dans une compagnie d'assurance, ce qui relance la problématique d'assurance et de contrôle technique automobile en Guinée. Nous avons été informés que les auteurs de ces accidents malheureux, ce sont des non-assurés. Ce qui empêche un peu, si vous voulez, l'intervention des assureurs par rapport à des accidents de ce genre. Mais puisque l'État prévoit toutes les circonstances, l'État prévoit, en de pareilles circonstances, de faire intervenir le fonds de garantie automobile, qui a pour vocation d'intervenir pour des cas de sinistres pareils, dont les auteurs sont soit inconnus, ou des auteurs non assurés, ou des auteurs qui, plus ou moins, n'ont pas pu prendre leurs responsabilités, qui sont des non assurés. Les accidents de Yorokeguia devraient interpeller les transporteurs, les autorités des travaux publics, du transport et les forces de sécurité à plus de vigilance. Parmi les actualités, il y a la visite de travail du président de la Banque africaine d'import-export en Guinée, en séance de travail avec le gouvernement, ensuite avec le secteur privé. Dr Bénédicte Orama s'est accentué sur les avantages de son institution avant d'orienter l'entretien sur les opportunités de partenariat entre la Guinée et l'institution qu'il dirige. Boubacar Ba pour en savoir davantage. Favoriser l'expansion, la diversification et le développement continu des échanges commerciaux africains, c'est l'objectif de la visite du président de la Banque africaine d'import-export en Guinée. Le numéro 1 de cette institution a discuté avec les chefs de département en charge des secteurs prioritaires des questions liées au financement des projets et programmes susceptibles de favoriser les échanges interafricains d'une part et de développer le partenariat public-privé d'autre part. Les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des mines, des infrastructures aéroportuaires et de l'industrie ont été largement développés par le gouvernement qui a sollicité l'implication de la banque dans le financement du programme indicatif national de développement. Le président d'Afreximbank a fait remarquer que son institution est disposée à accompagner la Guinée. Il souhaite qu'une requête soit faite par la Guinée et qu'une mission technique se rende au siège de la banque pour trouver ensemble les voies et moyens permettant d'accompagner la Guinée comme son institution l'a déjà fait au Togo et au Ghana. Le secteur privé a également rencontré la mission qui, à travers une projection de diapositive, a défini les objectifs de cette institution, les opportunités offertes au secteur privé et les procédures d'obtention de financement innovants. Le vice-gouverneur de la Banque centrale a été coopté par le conseil d'administration de l'institution pour faciliter le partenariat entre la Guinée et Afreximbank basé au Caire. Transfert d'argent après une courte période de gloire, les bureaux locaux sont de plus en plus inquiets. Leur activité est perturbée par l'effort de l'électronique. Pour résister à la concurrence, les acteurs du secteur mettent en place une structure de défense de leurs activités. Mama Issata Kamara. Depuis 5 ans, les bureaux de transfert d'argent évoluent en association. Pour rendre les agences plus compétitives, l'idée de la mise en place d'une fédération nationale est en étude. L'objectif est de faciliter les transactions financières à travers le pays avec assurance. Nous pensons que la mise en place de cette fédération peut être une ouf de soulagement pour les sociétés de transfert déjà implantées. La mise en place de cette fédération nous permettra de redresser beaucoup de choses. Nous avons l'ambition d'en faire autant comme une institution véritable microfinance, mais à la dimension nationale. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas censé comprendre que c'est le secteur qui produit mieux. Ça crée de l'emploi, ça crée la sécurité financière locale et ça facilite la fluidité du commerce par rapport à l'accès facile des fonds. Avec l'émergence des nouvelles technologies, les acteurs des agences de transfert d'argent se sentent menacés. Le transfert physique d'argent est de moins en moins sollicité. Certains services sont sur le point de fermer. Avec l'arrivée des sociétés de téléphonie dans le marché du transfert d'argent, ça a un peu affecté la clientèle chez nous. Vous savez, c'est déplacer à chaque fois, venir déposer l'argent, les gens n'ont plus le temps, vous voyez. Donc, ils ont un moyen, une fois ils font leur dépôt, ils n'ont plus besoin de se déplacer.
peuvent rester à leur bureau, peuvent coucher même ici à la pluie, sans se déplacer, sans se mouiller, faire le transfert. Donc c'est un aspect qui joue sur nous. On est en train de se battre pour sauvegarder le nombre d'emplois déjà acquis. Depuis 2011, date de délivrance des agréments pour l'exercice du transfert d'argent en République de Guinée. De plus, on est en train de se battre pour monter un peu vers la performance, organiser, restructurer bien les domaines pour vraiment en tirer assez de profit, garantir beaucoup l'emploi et aussi favoriser un peu le développement économique national. Officiellement, 33 agences de transfert d'argent sont agréées en Guinée. La future fédération devrait les aider à se maintenir dans un univers devenu hautement concurrentiel. Autre sujet, l'autonomisation de la femme poursuit son petit bonhomme de chemin. À Kaloum, par exemple, une nouvelle coopérative de saponification vient d'être créée. L'initiative vise à insérer la Guinéenne dans les activités génératrices de revenus. Des précisions avec Mamadi Gassama. La coopérative Mounafani de Kaloum n'existe que depuis un mois. Lancé sur instruction du chef de l'État, le groupement travaille actuellement sur une commande de 100 cartons, ce qui pousse les 365 femmes membres de la coopérative à redoubler d'ardeur pour accroître la production. Le président ne peut pas faire tout pour nous. Donc nous avons initié cette activité pour que nous puissions nous prendre en charge. La chaîne de production commence là par une coupe minutieuse des morceaux de savon. Une méthode archaïque que le parrain de la coopérative promet de moderniser dans les prochains jours. Aujourd'hui, Kaloum est en train de préparer à travers ces femmes-là une véritable révolution industrielle. Quand on voit la qualité du savon qui est produit avec les méthodes archaïques, il est important qu'on leur apporte leur soutien. La coopérative a une capacité de production journalière de 200 cartons de savon. Elle est ouverte à toutes les femmes de Kaloum pour renforcer leur désir d'autonomisation. À la même page, pour atteindre ses objectifs d'autonomisation de la femme, la Fondation Prosmi de la Première Dame a entamé le projet de construction d'un centre régional d'apprentissage et de formation de la jeune fille. Adapté à leurs besoins, ce centre situé dans la sous-préfecture de Koumana, c'est dans Kouroussa, permettra d'améliorer les conditions de vie des filles et leur réinsertion dans la société. Bernard Tonguino. Koumana, une sous-préfecture située à 45 km du centre-ville de Kouroussa. C'est ici qui sera construit le centre régional d'apprentissage professionnel des jeunes filles. Un projet financé par la première dame de la République. Madame Djené Kondé et sa suite arrivent dans cette localité pour lancer le chantier de construction du dit centre. Ce centre va servir à donner une formation aux jeunes non scolarisés et déscolarisés de la Haute-Guinée. Il y a des jeunes qui ont peut-être commencé l'école, qui sont allés jusqu'à 3e, 4e, 5e année. Donc, à moins de 15 ans, ils ont abandonné, ils n'ont pas de diplôme. Il y a des jeunes qui ont atteint 10, 15 ans, qui ne peuvent plus être scolarisés dans les autres écoles, mais qui ont besoin de formation, parce que sinon, ils vont être des délinquants. Donc, madame a pensé à ce groupe, surtout la couche féminine qui est dans cette fourchette d'âge. La réalisation d'un centre régional d'apprentissage professionnel des jeunes filles viendra contribuer à l'autonomisation des femmes dans la région. Le centre devra participer également à la lutte contre le chômage des jeunes diplômés et non diplômés. Toute la Haute-Guinée, à travers la population de Kanka, à travers la population du Grand Amana, est grandement rassemblée ici en ce jour pour vous signifier leur amour, leur sympathie, pour vous exprimer leur joie et leur satisfaction quant à l'obtention de cette précieuse infrastructure digne de votre générosité, objet de la présente cérémonie. Le Centre régional de formation professionnelle féminine de Koumana, ce centre d'apprentissage sera l'atelier liant l'école à la vie au profit de la jeune fille, future maman de demain. Le futur centre régional d'apprentissage professionnel abritera des activités comme la couture, la coiffure, la saponification et l'alphabétisation.
Des disciplines qui seront tous dispensées ici à Koumana. En reconnaissance aux efforts consentis par la première dame de la République, la population de Koumana décerne un satisfecit à Mme Djené Kondé pour son investissement pour la cause de la couche féminine. Autre sujet qui concerne la femme, c'est la campagne nationale de planification familiale qui a été lancée à la Blue Zone de Kaloum. Elle débutera demain sur toute l'étendue du territoire national. Pendant 4 jours, les femmes seront informées et sensibilisées sur leur droit de choisir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir en déterminant l'espacement des naissances et aussi de la nécessité de respecter cette planification pour garantir l'économie nationale. Mohamed Sanko nous signe ce reportage. Mourir en donnant la vie, une triste réalité encore d'actualité dans certains pays de la sous-région. La Guinée veut faire exception en s'appuyant sur la planification familiale et la gratuité des soins obstétricaux décrétés par l'État. Pour chaque fois que l'on permet à la femme de planifier ses naissances, on lui donne l'occasion d'améliorer sa santé. Donc du coup, il y a quelqu'un qui va faire des économies sur la santé de cette femme-là. Et on lui permet d'améliorer la santé de ses enfants. Encore un gain à faire là-bas. On lui donne la possibilité d'être active dans les activités génératrices de revenus. Et ceci, ça c'est uniquement au niveau familial. Vous verrez que chaque fois qu'on investit $1 dans la planification familiale, on sera à même de récupérer $3 dans les autres secteurs. La Guinée poursuit sa politique de gratuité des soins obstétricaux pour réduire davantage la mortalité à l'accouchement. Le président de la République a fait de la gratuité des soins obstétricaux une priorité. C'est ainsi que cette mesure est appliquée sur l'ensemble de l'étendue du territoire avec des mesures d'accompagnement, y compris la distribution de kits gratuits d'accouchement, y compris les kits pour la césarienne. La campagne de planification familiale s'étendra du 16 au 19 mai et concerne les filles de 19 à 49 ans. En tant que membre de la société civile, j'ai pour rôle de vulgariser ce qui a été dit ici. C'est vraiment aider les jeunes filles à se maintenir jusqu'au mariage, mais aux jeunes femmes qui sont mariées, vraiment d'essayer d'espacer les naissances parce que non seulement ça contribue à la santé, mais ça contribue aussi à une assise économique. La présente campagne permettra aux femmes de connaître les stratégies de la planification familiale et de prendre des dispositions pour sécuriser les accouchements. À la page éducation, l'école centenaire Mali 1 dans la préfecture de Mali est en rénovation sous un financement du Japon. 9 salles seront réhabilitées et 3 autres plus une direction vont être construites avec un point d'eau. Tchernos Mandialo, reportage. Dans 4 mois, l'école primaire Mali 1 va changer de visage. Cette école est la plus ancienne dans la préfecture, l'une des toutes premières construites en Guinée en 1912, il y a de cela 105 ans. Plus d'1 milliard de francs guinéens sont investis par le Japon pour sa rénovation. Après l'épidémie Ebola, la Guinée renoue avec son processus de développement et le Japon poursuit ses efforts et ses investissements à ses côtés, notamment dans l'éducation. Il est en effet important de continuer à appuyer la Guinée, à investir dans la scolarisation et la préparation du futur des enfants guinéens. Et le Japon, qui a déjà construit plus de 700 salles de classe à travers le pays, reste engagé dans ce processus. Avec ces travaux qui démarrent, c'est tout un patrimoine de la préfecture de Mali qui va être réhabilité. C'était là un des objectifs majeurs des anciens élèves de cette localité, réunis au sein de l'Union pour le développement intégré et durable. On a monté ce projet pour l'extension de cette école centenaire. Cette école a été créée en 1912, donc cette ONG est en marche. Pour aller vite, une entreprise et un bureau de contrôle sont déjà recrutés. Le projet bénéficie de l'attention du gouvernement à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire. C'est des Guinéens, c'est des jeunes qui ont étudié ici, sentant que l'ouverture prônée par le professeur Alpha Condé leur est bénéfique, ils ont bondi dessus et aujourd'hui c'est chose faite, on va rénover et reconstruire de nouvelles classes à Mali 1. De 9 classes, nous partons à 12 classes et le taux de scolarité va augmenter
le cadre de travail des enseignants sera encore amélioré. À sa création en 1912, l'école primaire Mali 1 comptait 32 élèves. Son effectif est aujourd'hui d'environ 600. Au fil des ans, elle a joué un rôle capital dans la scolarisation des enfants, au point de faire de Mali l'une des préfectures où la culture de l'école est profondément ancrée. Les festivités de l'an 40 de la radio-télévision guinéenne se sont étendues à l'intérieur du pays, plus précisément à Kissidougou. La RTG a commencé à émettre le 14 mai 1977. À cette date anniversaire, l'occasion est donnée aux téléspectateurs d'exprimer leurs attentes vis-à-vis de la maison mère. Ce médium de service public qui a pour mission de les servir. Tcherno Maroufba. À Kissidougou, au sud du pays, comme partout à l'intérieur, la célébration de l'an 40 de la télévision nationale est suivie avec attention. Ici, le téléspectateur se souvient d'abord des moments heureux devant la lucarne joyeuse de la nation. Avant, on était sur le noir-blanc. Aujourd'hui, nous sommes avec la télévision qui est sur la mondialisation. Donc, il y a un changement, il y a un développement. Et ce qui se passe dans le pays et ailleurs, on voit ça dans les images. Par rapport à l'amélioration, on se réjouit aujourd'hui parce que la télévision éduque, sensibilise et informe. Il y a beaucoup de choses à changer au niveau de la télévision guinéenne. Il y a beaucoup d'émissions qui sont là dans l'intérêt de la jeunesse. Donc nous vous remercions dans ces cadres et nous sollicitons qu'il y ait au moins aussi que les préfectures de l'intérieur soient intéressées par les activités de la télévision guinéenne. Je vais dire par exemple les concours de danse qu'on filme au niveau de Conakry et son entourage, Kindia, Bokeh et autres. Il y a les maisons des jeunes aussi qui sont rénovées à l'intérieur. Vous pouvez aussi choisir ces maisons des jeunes pour venir faire ces activités culturelles. Tout ça, ça fait la promotion non seulement de la télévision guinéenne, mais aussi ça fait la promotion de la culture guinéenne, mais ça fait valoriser aussi l'intérieur dans ces activités. Comme le dit l'adage, qui aime bien, châtie bien. Après 40 ans, les téléspectateurs expriment surtout leur souhait de voir des améliorations au niveau de la couverture du pays, tout comme dans la grille des programmes. Ce qui manque à la télévision, certainement, c'est parce qu'à l'heure là, par exemple, dans le lieu des écoles, dans les écoles, on ne voit pas que la radio ne s'intéresse pas aux élèves. Parce que par rapport, ils peuvent venir nous poser des questions à l'école pour qu'on puisse les répondre. Là, ça peut remonter jusqu'au niveau du gouvernement, puisqu'on puisse prendre des solutions contre ça. Mais on ne le voit pas souvent. Tel que moi j'aime très bien. Je suis toujours le programme, mais c'est les choses qui me manquent seulement, c'est l'émission anglaise qui ne prend pas beaucoup. J'aimerais aussi qu'il ajoute aussi, parce qu'ici en Guinée il y en a un mix. Il y a les Anglais, il y a les Français aussi. Pour qu'il augmente aussi l'effort aussi sur l'émission anglaise aussi, pour satisfaire tout le monde. Une télévision plus proche des citoyens est le grand rêve des téléspectateurs de Kissidougou. Le redéploiement des équipes régionales et une meilleure réception des images de la télévision nationale sont espérés. Dans plusieurs localités de la Guinée forestière, le signal de la RTG n'est pas reçu. Pour suivre ce média de service public, il faut passer par des bouquets de distributeurs d'images. Hier, l'ambiance était parfaite et totale à la RTG, mais la fête continue. Des cadeaux des téléspectateurs affluent à la maison. La télévision nationale a reçu trois gâteaux, des gestes pour encourager le personnel à mieux servir son public. Je vous laisse déguster ces délices en compagnie de Mabintila Issouma. À la fête de l'an 40 de la RTG, il y avait de la gaieté dans les danses, des discours, mais également à travers des gâteaux d'anniversaire. Des gâteaux, il y en avait de toutes les tailles et de différentes saveurs. Le matin, 2 gâteaux géants sont admirés et dégustés en liesse par les invités. Le premier est offert par le ministère des Mines et le second par le PDG de la société de pêche Sabou Inter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. La
L'année venue, le personnel de la télévision nationale est invité au nightclub MLS. À 21h, dans une ambiance conviviale, un autre gâteau d'anniversaire est offert. C'est vraiment un plaisir de les avoir reçus ici. Et une fierté parce qu'ils ont choisi une fois de plus l'enceinte MLS, qui est la plateforme tournante de tous les artistes. Et la RTG, c'est une grande famille. Et je me sens un peu avec eux, avec la famille. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir reçus. Ce matin, de nouveaux gâteaux sont reçus à la direction de la RTG. Les journalistes sont surpris par cette marque d'attention de la part des téléspectateurs. Depuis hier, ça fait le 4e gâteau. Franchement, c'est une délice. Merci à toutes ces personnes qui ont porté ce petit présent. On a vu beaucoup de gâteaux depuis hier. Jusqu'à présent, on est en train de manger. On a beaucoup mangé. Nous sommes très contents. C'est important pour moi parce que la maison, la RTG, c'est une maison, la mère de radio de la Guinée, et étant une maison qui informe toute la population. Si au moins ils ont une fête, la population aussi doit faire sa part. C'est ainsi que j'ai amené un gâteau à l'occasion de leur fête, gratuitement. Ce n'est pas une manière aussi de faire la promotion, juste afin que les travailleurs soient fiers d'eux-mêmes, de leur montrer qu'ils sont considérés par la population. Tous ces gâteaux rappellent le personnel de la RTG à la responsabilité pour un service public de qualité. D'autres délices et douceurs sont en route pour nourrir de courage les travailleurs de l'audiovisuel public. Avant de finir cette édition, nous vous livrons le contenu de ce communiqué qui vient de nous parvenir dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre les pays de la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, leurs excellences Ibrahim Boubacar Keïta de la République du Mali, Mohamed Ould Abdelaziz de la République islamique de Mauritanie et Macky Sall de la République du Sénégal effectueront à compter du mardi 16 mai 2017 une visite de travail à Conakry où ils prendront part à la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 16h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Messieurs le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le haut commissaire de l'OMVS, signé le gouverneur de la ville de Conakry. Voilà, Mesdames et Messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle page d'information. Mais d'ici là, restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bonsoir à tous.